Merci, Monsieur le Président. En commençant, je veux vous dire que je partage mon temps avec la députée de Scarborough-Rouge-Rivière. Ce soir, on discute d'une motion, d'un avis d'opposition à un crédit qui est, dans le fond, le rôle de la Chambre de décider quel genre de crédit on donne à gauche et à droite. Mais évidemment, tout le monde a compris qu'il y a une question et 3 réponses, c'est-à-dire, avons-nous besoin d'une Chambre haute? Évidemment, vous allez avoir des partisans du statu quo, vous avez des gens qui vont vous dire qu'il faut réformer, et d'autres vont dire qu'il faut abolir. Le Sénat, tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans le fond, c'est un compromis historique lorsque ce pays a été créé en tant que tel. En fait, c'est une espèce d'hybride entre la Chambre des Lords britannique et le Sénat américain au niveau des valeurs et de ce qu'on voulait y faire faire comme tel. D'ailleurs, ça a été un grand débat lors de la conférence de Charlottetown et celle de Québec en 1864. Ce qu'on disait à l'époque, c'était ceci. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre. Ils représentent les régions et les provinces en vue d'assurer un équilibre en regard de la représentation de la Chambre des communes. Les régions moins peuplées ont une voix plus forte au Sénat, de sorte que les intérêts des régions et des minorités soient bien représentés. Est-ce réellement le cas? Est-ce que ça a déjà été le cas une seule journée? J'en doute. À l'époque, seuls les mieux nantis pouvaient être membres du Sénat. Il y avait 2 conditions principales, c'est-à-dire on se reporte, on est quand même au 19e siècle, il fallait avoir plus de 30 ans, et il fallait avoir une propriété de 4 000 $, ce qui était une somme énorme pour l'époque. Immédiatement, les différents gouvernements, toutes couleurs confondues, ont vu un avantage partisan dans la nomination des sénateurs. Et les problèmes ont commencé. On disait que c'était supposé être une chambre des sages, une chambre de réflexion. Est-ce que ça l'a déjà été? Pas vraiment souvent, pas assez souvent à notre goût, parce que si ça fonctionnerait vraiment bien, vous pouvez être sûr qu'on ne s'opposerait pas à ça. Mais malheureusement, l'histoire nous dit, année après année, décennie après décennie, il y a des problèmes avec cette Chambre-là. En fait, permettez-moi de citer George Brown, qui avait déclaré à l'époque que le Sénat était la clé de la fédération, l'essence même de notre pacte. Nos amis du Bas-Canada ont accepté de nous donner une représentation en fonction de la population à la Chambre basse, à la condition expresse d'obtenir l'égalité à la Chambre haute. Nous n'aurions pas pu avancer d'un pas si nous avions rejeté cette condition. C'est sûr que c'était à l'époque un élément fondateur du pays et les intentions étaient nobles. Mais la réalité nous a vite rattrapés, Monsieur le Président. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous parler des sénateurs Hobbs, Brazeau, Wallin ou Duffy? Je pense que j'ai plus besoin d'en parler ici. Tout le monde sait de quoi il retourne. En fait, quand au départ de mon discours, je vous ai dit qu'il y avait 3 possibilités. Le statu quo. Évidemment, il est inacceptable. Il y en a qui croient encore à ça. Il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, qui essayent de nous faire peur. Mais tout ce qu'ils voudraient, dans le fond, c'est que retourner comme c'était, et nommer des gens qui vont faire leur affaire. La réforme. Est-ce que vous y croyez, Monsieur le Président? Y croyez-vous? Savez-vous en quelle année a eu lieu la première tentative de réforme du Sénat? En 1874. Ça va faire bientôt 140 ans qu'on parle de réforme du Sénat. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis ce temps-là? Pas vraiment. Il y a eu plusieurs projets plus récemment, dans les années 80-90. On peut parler du comité Mulgate-Cosgrove de 1984, de la commission McDonald de 1985 ou du comité Baudouin-Darby de 1992. Est-ce que ça a donné quoi? En fait, nous, de ce côté-ci, on croit que
la seule solution possible compte tenu de l'histoire entourant le Sénat, c'est évidemment son abolition. Par contre, ce n'est pas de ça qu'on parle ici ce soir. C'est bien important parce que je vous rappelle que le Sénat dispose de 2 types de budget et même si on adoptait ce soir notre motion, je vous rappelle que par les lois votées dans ce Parlement, le Sénat aura encore quand même un budget de 32 millions. Ça, on l'oublie, ce bout-là. Est-ce qu'on a besoin d'un système bicaméral? Les provinces, ça fait longtemps qu'ils ont décidé que ce n'était pas nécessaire. Puis, il n'y a jamais eu d'apocalypse, comme certains le prétendent. Permettez-moi de vous citer un constitutionnaliste anglais, Walter Bagehot, qui a fait remarquer un jour à propos du régime parlementaire britannique que si nous avions une Chambre des communes idéale, il est certain que nous n'aurions pas besoin d'une Chambre haute. Je crois que ça, Monsieur le Président, ça mérite réflexion sur la façon qu'on travaille tous ensemble pour le bien de ce pays. Est-ce que la motion est anticonstitutionnelle? Certains l'ont suggéré. Bien, je ferai remarquer, Monsieur le Président, que c'est un des privilèges de cette Chambre d'adopter un budget. Et une partie du budget du Sénat est attribuée par la Chambre des communes. Donc, c'est notre prérogative de déposer des motions de ce genre. Et comme je le disais tantôt, évidemment, une partie du budget de la Chambre des autres est statutaire. Je vous rappelle encore une fois que c'est 32 millions, c'est quand même pas des pinottes. Le problème actuel, c'est que le premier ministre nomme des gens, puis après ça, il s'en lave les mains. Les gens sont responsables. Il y a un problème d'imputabilité majeur. On ne peut pas nommer des gens à gauche, à droite, n'importe qui, puis ensuite ils font des choses, puis ensuite dire, ben c'est non, c'est pas moi, ils rembourseront. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En fait, le gouvernement conservateur a réussi à faire mieux, c'est-à-dire à faire pire que le prédécesseur libéraux en nommant au niveau de la partisanerie politique à la Chambre haute. Et c'est pour ça qu'on est dans ce débat ce soir, parce que ça va de mal en pis et plus que le temps passe, moins les gens voient la pertinence comme telle de cette institution. Elle sert à quoi? Évidemment, Monsieur le Président, je ne voudrais pas ici qu'on mette dans le même panier tous les sénateurs. Ce n'est pas mon intention et ce n'est pas l'intention des membres de ce côté-ci de dire que tout le monde triche. C'est pas notre objectif. L'idée ici, c'est de dire que ça ne marche pas. Ça fait longtemps qu'on essaye de modifier. Il y a toujours des problèmes. Ça n'aboutit jamais. Et finalement, c'est quoi le résultat? Bien, le statu quo. Ce que tout le monde considère, j'espère que tout le monde dans cette Chambre considère inacceptable. Hein, j'espère qu'il n'y a personne encore qui croit au statu quo ici. Là, on a un problème. Là. C'est que, Monsieur le Président, j'aimerais, en conclusion, commencer par citer quelqu'un que les gens ici connaissent. Je parle ici d'un ancien sénateur conservateur, Michael Fortier, qui disait récemment, le 2 mars 2013, il disait ceci. « J'étais très naïf à l'époque. Je croyais que ce serait un endroit différent de ce que j'ai vu. En fait, il partageait la vision idyllique du Sénat à l'époque. J'ai trouvé le Sénat extrêmement partisan des deux côtés, y compris le mien. Je trouvais cela très agaçant parce que ces gens tentaient de jouer le rôle d'un député et ils ne le sont pas. Si j'avais à choisir aujourd'hui, je dirais que je suis probablement plus près que jamais de vouloir fermer cette place. Je n'en vois plus l'utilité. Monsieur le Président, il y a de plus en plus de Canadiens qui considèrent que cette Chambre n'a pas sa place, pas parce qu'elle n'a pas des rôles bien définis, mais parce qu'elle ne joue pas, mais pas du tout son rôle tel qu'elle le devrait, que c'est une Chambre qui a été manipulée tout au long de l'histoire pour des fins strictement partisanes.
Je vous remercie.